Le Paris Saint-Germain a son destin entre ses mains. Suite à sa magnifique remontada contre Manchester City, le PSG n'a besoin que d'un petit point contre Stuttgart pour se qualifier en barrage de Ligue des Champions. Mais cette rencontre face au club allemand, qui semble être un match facile sur le papier, a en réalité tout du match piège. Les hommes de Sébastien Hoeneß ont des arguments à faire valoir qui pourraient mettre en danger le collectif de Luis Enrique. Je vous propose de se faire un petit avant-match du choc Stuttgart-PSG pour voir les clés du match et analyser un peu plus en profondeur cette équipe de Stuttgart. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. On peut déjà commencer par faire un petit point sur le classement. On le sait tous, ce Stuttgart PSG, c'est le match de la peur. Le PSG est actuellement classé 22e avec 10 points. Stuttgart à la limite de la zone de la qualification, 24e avec 10 points. Le PSG a quand même l'avantage d'avoir une différence de but positive qui peut au final peser très très lourd dans la balance, mais en tout cas malheur aux vaincus parce qu'une défaite des deux équipes, surtout Stuttgart, pourrait compromettre très très grandement les chances de qualification. Au niveau des résultats, la campagne de LDC de Stuttgart, elle est quand même pas bien reluisante. Alors il y a une petite victoire 1-0 à l'extérieur contre la Juventus qui embellit le tableau, mais il y a quand même deux résultats qui font tâche. Le premier, c'est le 1-1 à domicile contre le Sparta Prague, mais surtout l'énorme claque 5-1 à l'extérieur contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, quand on regarde l'ensemble, c'est quand même une campagne de LDC assez faible pour Stuttgart, ce qui justifie la 24e place. Mais voilà, on peut pas dire qu'on ait affaire à des résultats d'un ogre de Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Du côté de l'infirmerie, on a deux grosses absences côté PSG. La première, c'est Kvaratskhelia, bien entendu non sélectionné, qui pourra jouer en LDC à partir d'un potentiel barrage, mais surtout la suspension pour accumulation de cartons jaunes de Nuno Mendes. Alors oui, Nuno Mendes est un titulaire indiscutable sur Luis Enrique, mais quand on le voit, les carences défensives qu'il a eues sur les derniers matchs, je me dis que s'il est remplacé numériquement par un Lucas Hernandez qui, lui, affiche des garanties sportives côté défensif, je suis pas sûr que sur un match tendu comme celui-ci, ce soit vraiment une absence majeure et préjudiciable pour le Paris Saint-Germain. Et il y a aussi évidemment l'absence de Mbaye qui est blessé. Du côté de Stuttgart, on a 4 absences. Pas des absences majeures parce que c'est pas du tout des titulaires indiscutables. El Bilal Touré, Raymond Zagadou, Edil, mais Stuttgart devrait compter sur l'entièreté de son équipe A en tout cas. Je me suis amusé à imaginer une petite composition probable pour Stuttgart. Alors j'ai pris en compte les habitudes du coach mais aussi les états de forme. C'est une composition probable, je suis pas devin donc il est possible qu'il y ait des erreurs. Je pense qu'ils vont évoluer en 4-2-3-1 même si Hoeneß a de temps en temps évolué en 4-4-2. Je pense que contre Paris, l'objectif de Stuttgart sera d'assurer au moins le nul qui assurera leur qualification. Donc je les vois bien alignés en 4-2-3-1 avec dans les buts bien évidemment Alexander Nubel. Au niveau de la défense sur le côté gauche Mittelstadt, sur le côté droit Vagnoman et en charnière centrale Chabot et Rouault, l'ancien Toulousain. Là, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises là-dessus. Pareil pour le double pivot, on devrait y avoir Stiller et Karazor. Et devant, il peut y avoir quelques petites incertitudes. Je pense que sur l'aile gauche, on aura Chris Führich. La pointe haute du milieu de terrain, je pense que ce sera Enzo Mio qui va évoluer dans un poste de milieu offensif, même si de temps en temps, il est positionné sur le côté droit de l'attaque. Là, je pense qu'il sera au centre. Sur le côté droit, je pense qu'on aura le droit à Lee Welling, voilà, qui est revenu de blessure, qui a fait un très bon match contre le Slovan Bratislava, et qui, je pense, aura sa chance en tant que titulaire. Et enfin, devant en pointe, il y a une petite bataille entre Undav et Demirovic, mais je pense qu'Undav sera titulaire lors de ce match, même si Undav, on le verra plus tard, a aussi pu être utilisé en numéro 10. Je pense que là, dans un match comme ça, Mio sera positionné en numéro 10 et Undav sera plutôt positionné en tant que buteur numéro 9. Je vous propose d'analyser maintenant ensemble les joueurs que je considère comme des points forts du côté de Stuttgart. On commence avec la défense, avec Julian Chabot, le défenseur central gauche qui a été transféré à Stuttgart l'été dernier en provenance de Cologne suite à la descente en Bundesliga 2, donc division 2 de Cologne. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est maintenant suivi par des clubs comme la Juventus. Et c'est pas étonnant parce qu'il réalise une bonne saison avec Stuttgart. Alors vous le voyez dans les statistiques, c'est un joueur qui est impérial dans les airs. Bon, je suis pas sûr que ce soit très très utile face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais voilà, c'est vraiment le domaine dans lequel il excelle. Mais sinon, c'est un défenseur que je trouve assez sous-coté. Alors c'est pas le défenseur de l'année, c'est pas un défenseur d'élite qui vaut 100 millions d'euros, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est un défenseur complet, qui est bon dans les airs, qui est bon défensivement, qui défend de manière assez propre, qui prend assez peu de cartons, qui commet assez peu de fautes, et qui est capable aussi d'être présent à la relance. Vous voyez, avec les statistiques de passe en avant, il est capable de le faire. Donc voilà, on parle assez peu de ce joueur, mais dans une équipe comme Stuttgart, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre et un pilier défensivement. On enchaîne avec un joueur que j'apprécie énormément, c'est le latéral gauche et international allemand Maximilian Mittelstädt.
Bon, je m'excuse si j'ai pas la prononciation de Jean-Charles Sabatier, mais c'est un latéral gauche que j'aime beaucoup parce qu'il est ultra complet. Voilà, il est capable d'être présent défensivement. Il va aussi avoir beaucoup de liberté offensive de la part de Sébastien Onès. Il va jouer très haut sur le terrain. Il va combiner avec Chris Führich. Il va proposer beaucoup de débordements parce qu'il a une très bonne qualité de centre. Voilà, c'est un joueur que tu dois arriver à museler. Par contre, si tu arrives à le museler, on en parlera dans le duel du match un peu plus tard. Mais si tu arrives à le limiter, c'est sûr qu'offensivement, Stuttgart sera beaucoup moins intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est le joueur à surveiller du côté de Stuttgart, parce que c'est le joueur qui apporte énormément, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement. Pour le milieu de terrain, j'ai envie de parler d'Angelo Stiller, parce que je trouve que c'est un joueur sous-coté dont on parle pas beaucoup en France. Donc poste formé au Bayern Munich, qui a ensuite été recruté libre par Hoffenheim et enfin transféré pour 5 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, du côté de Stuttgart, milieu central de 23 ans, et pour moi, c'est vraiment le métronome du milieu de terrain. C'est lui qui dicte le tempo de Stuttgart. Vous le voyez dans les statistiques, c'est assez évident. Voilà, excellent passeur. C'est lui qui dicte le tempo. C'est lui qui dit voilà, est-ce qu'on accélère le jeu, est-ce qu'on le ralentit. Défensivement, il n'est pas forcément très responsabilisé parce que c'est vraiment Karazor, l'autre joueur du double pivot, qui est vraiment un pur milieu défensif de formation. Angelo Stiller, voilà, c'est plus un numéro 8, mais c'est lui qui va être à la relance des offensives. Pareil que Mittelstadt, c'est le genre de joueur, si tu arrives à le museler, bah, les transitions entre la défense et l'attaque de Stuttgart, ça va quand même être très compliqué. Mais par contre, c'est vraiment un top joueur. 23 ans, je suis d'ailleurs curieux de voir ce que l'avenir lui réserve, parce que je pense pas qu'il reste très longtemps à Stuttgart, surtout si Stuttgart n'arrive pas à se requalifier pour une Coupe d'Europe. Je serais pas étonné qu'il y ait vraiment un gros transfert dans un gros club allemand à la fin de la saison. Alors le Bayern Munich, c'est un peu compliqué, parce que je pense qu'ils sont quand même pas mal armés à ce niveau-là, avec du Pavlovic, même si un Palinha donne pas forcément énormément de garanties, alors c'est pas du tout le même profil de joueur, mais est-ce qu'un Steeler pourrait plutôt être intéressé par un club par exemple comme Leverkusen, Leipzig, Dortmund? Je suis curieux de voir l'avenir de Steeler l'été prochain surtout. Offensivement, on est bien évidemment obligé de parler d'Enzo Mio, le milieu offensif français de 22 ans, formé à l'AS Monaco qui évolue à Stuttgart maintenant. Le dépositaire, le vrai dépositaire offensif du jeu de Stuttgart. Il a énormément progressé du côté de la Bundesliga et il s'est révélé là-bas. Grosse qualité de passe, comme vous le voyez dans les statistiques, et ça se confirme à l'impression visuelle, c'est pas forcément le meilleur dribbleur du monde, c'est pas le milieu offensif qui va éliminer tous ses adversaires en un contre un par le dribble, non, par contre lui, quand il est à l'entrée de la surface, il possède déjà une bonne qualité de frappe, ce qui lui permet de débloquer des situations, mais surtout, quand il faut trouver la bonne passe dans le dernier tiers, dans le bon angle, et bah c'est là qu'il est vraiment excellent, il peut trouver les offensifs très facilement, et je suis curieux de voir ce qu'il va faire face au Paris Saint-Germain, parce que je suis persuadé que Mio, c'est le genre de joueur que le Paris Saint-Germain scrute de près pour potentiellement l'été prochain, parce que c'est le genre de joueur qui pourrait apporter au PSG de Luis Enrique. Et d'ailleurs, on le voit très facilement dans les statistiques de Stuttgart, on voit l'importance d'Enzo Mio. Quand on regarde la répartition des buts en Ligue des Champions, bah, il a inscrit 20% des buts de Stuttgart en Ligue des Champions, et surtout quand on regarde les expected assists, donc pour vous rappeler ce que sont les expected assists, c'est en gros la qualité de création d'occasion d'un joueur. Voilà, quand une passe débloque une occasion, c'est le XG qui est débloqué par la passe. Et quand on regarde les expected assists, on voit qu'Enzo Mio est à quasiment 30% des expected assists générés en Ligue des Champions cette saison par Stuttgart. Donc on voit qu'il est capable d'être présent à la finition, mais qu'il est surtout capable d'être présent à la création et de générer des occasions de but pour ses offensifs. Donc Enzo Mio, ça va vraiment être le joueur à surveiller offensivement du côté de Stuttgart. Et pour finir, j'avais envie de parler de Jamie Lewelling, l'ailier droit allemand de 23 ans, qui a connu d'ailleurs sa première sélection avec l'Allemagne en octobre dernier et qui avait inscrit son premier but avec la Mannschaft. Alors c'est un joueur aussi dont on parle assez peu en France. Bon, je pense que tous les joueurs de Stuttgart sont au final assez sous-cotés en France. Peut-être pas un Enzo Mio justement parce qu'il est français qu'on entendra un peu plus parler. Mais Lewelling, il est vraiment en train de percer du côté de l'Allemagne et réalise une excellente saison avec Stuttgart. C'est vraiment un ailier qui fait très mal à ses adversaires. Grosse qualité de dribble, grosse vitesse, grosse frappe, capable de trouver ses partenaires dans le dernier tiers. C'est un ailier très complet au final qui est capable de jouer des deux pieds. Il commence à faire son trou en Allemagne. Il a eu sa première sélection du côté de la Mannschaft. Il a été recruté que 5 millions d'euros par Stuttgart l'été dernier en provenance de l'Union Berlin. Je suis pas sûr qu'il reste très longtemps à Stuttgart. Je pense que c'est le genre de profil qui va très rapidement attirer les grands clubs allemands et Stuttgart risque de réaliser une très grosse plus-value avec les Welling. Mais voilà, joueur à surveiller. Je sais pas s'il sera titulaire directement ou s'il rentrera en sortie de banc. Je pense qu'il sera titulaire parce que Sébastien Onès a l'air de lui donner confiance et quand il n'est pas blessé, il joue. Mais en tout cas, même s'il rentre en sortie de banc, ça peut faire très mal du côté du Paris Saint-Germain. Donc joueur à vraiment surveiller, que ce soit sur ce match, mais aussi sur la fin de saison et sur l'été prochain. Mais jusque-là, on a parlé des points positifs de Stuttgart selon moi, mais il y a aussi des faiblesses dans cette équipe et il y en a deux qui sont majeures.
Elles sont en plus aux deux extrémités du terrain. La première, c'est dans les cages, c'est Alexander Nubel évidemment. En France, on le connaît bien, Alexander Nubel, on sait qu'il est capable de souffler le chaud comme le froid. Il y a des matchs où il va être absolument monstrueux et il y a des matchs où ça va être catastrophique avec boulette sur boulette. Et ben malheureusement, en Ligue des Champions, depuis le début de saison avec Stuttgart, Nubel dans les cages, c'est très très compliqué. Donc je vous propose un petit graphique qui prend en compte le post-shot XG. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous voulez vous renseigner, vous tapez post-shot XG sur Google, vous allez avoir la définition complète. Mais en gros, c'est les qualités de frappe que reçoit un gardien. Donc en gros, est-ce qu'un gardien reçoit des frappes compliquées à arrêter ou est-ce qu'il reçoit des frappes qui sont sur lui et qui du coup ne lui demandent pas beaucoup d'efforts pour arrêter la balle. Et sur ce graphique-là, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le club est haut, plus le gardien est efficace sur sa ligne, plus le club est bas dans le graphique, plus le gardien est inefficace sur sa ligne. Vous voyez qu'un Paris Saint-Germain avec un Donnarumma qu'on critique beaucoup sur sa ligne, il est dans la moyenne. Il encaisse le nombre de buts qu'il devrait encaisser normalement. Il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Par contre, Alexander Nubel à Stuttgart, vous voyez que c'est l'équipe qui sous-performe le moins sur sa ligne, qui sous-performe le plus sur sa ligne, pardon. Stuttgart aurait dû normalement encaisser environ 8 buts et ils en ont en réalité encaissé 13, donc 5 de plus que prévu. Donc ça prouve que Alexander Nubel, il n'est pas du tout impérial sur sa cage en Ligue des Champions et qu'il arrive à faire très très peu de différence. Donc quand on sait le PSG avec sa finition qui a du mal depuis le début de saison, bah, si un Alexander Nubel se trouve un peu et n'est pas impérial sur sa ligne, ça peut être une solution pour le PSG qui ne sera pas forcément impérial à la finition, mais qui pourrait quand même arriver à marquer. Mais pour moi, le gros point noir de Stuttgart sur cette saison de Ligue des Champions, c'est son duo de numéro 9, Undav Demirovic, qui n'arrive pas à être efficace. Alors si on regarde les statistiques d'un Undav, franchement, quand on les regarde brut comme ça, on se dit, bah ouais, c'est quand même un joueur qui participe énormément au jeu. Alors oui, c'est énormément biaisé par le fait que Undav a joué beaucoup de matchs en tant que numéro 10 derrière un numéro 9. Donc forcément, il a touché beaucoup de ballons et ça a permis d'élever ses statistiques. Quand on regarde justement les hitmaps des deux numéros 9 d'un Undav et d'un Demirovic, on voit par exemple qu'un Undav touche beaucoup de ballons à l'entrée de la surface dans une position de numéro 10, là où Demirovic, on est vraiment sur un attaquant de pure surface qui est vraiment évolue en tant que numéro 9. Et si on regarde les statistiques par exemple d'un Demirovic, en tant que pur numéro 9, c'est beaucoup plus compliqué. On voit que c'est un numéro 9 qui fait très peu de différence. Et pourtant, l'année dernière, à l'époque d'Augsbourg, c'est un numéro 9 que je trouvais très intéressant à Augsbourg, qui était capable d'être à la finition des actions. Malheureusement, il n'arrive pas trop à assumer son transfert du côté de Stuttgart, et Stuttgart n'est pas arrivé à retrouver l'attaquant qui devait remplacer un Guirassy qui lui marquait but sur but. Donc c'est très compliqué du côté de Stuttgart de ce point-là, et on peut le voir notamment avec ce petit graphique qui compare la finition des joueurs. Donc pareil, plus le joueur est haut sur le graphique, plus le joueur convertit facilement ses actions, et plus le joueur est bas sur le graphique, plus il vendange et moins il convertit ses occasions. Et vous voyez que vous avez quand même 3 offensifs, dont les 2 numéros 9 attitrés de l'équipe, qui sont dans le côté bas du graphique. Vous voyez qu'un Undav n'a marqué qu'un but alors qu'il a 1,7 XG, et un Demirovic n'a marqué qu'un but alors qu'il est à 2,2 XG en Ligue des Champions. Donc quand offensivement, tu as tes deux numéros 9 qui sous-performent leur XG, c'est quand même pas très bon signe pour marquer des buts. Et enfin, pour terminer là-dessus, on peut revenir sur la répartition des buts, parce qu'on en avait parlé pour Enzo Mio, mais c'est là qu'on voit que c'est un peu inquiétant pour Stuttgart, c'est que dans la répartition des buts, si on prend Undav et Demirovic, ils ont mis qu'un but chacun, donc en gros, à tous les deux numéros 9 attitrés de l'équipe représentent 20% des buts inscrits par l'équipe en Ligue des Champions. Donc assez inquiétant de ce côté-là, et s'il ne se réveille pas, et si un Undav n'arrive pas à terminer ses actions, je pense que Stuttgart va clairement être dominé. Ils vont avoir très peu d'occasions et très peu la possession de balle. Si un Undav n'est pas clinique, ça risque d'être très compliqué pour eux de marquer des buts. On termine l'analyse avec pour moi le duel du match qui est la clé de cette rencontre, c'est Achraf Hakimi contre Maximilian Mittelstädt. Les deux joueurs vont évoluer du même côté du terrain et ça va être très très intéressant à suivre. Alors je pense qu'Hakimi va avoir plus une vocation offensive parce que comme je le disais, Paris va avoir la possession de balle. Mittelstädt n'est pas un latéral qui souffre énormément défensivement, mais c'est clair que c'est un latéral plus sa vocation offensive. Et là où je suis curieux de voir, c'est est-ce que Hakimi peut prendre le dessus sur un latéral comme Mittelstädt, et surtout dans les transitions offensives de Stuttgart quand ils vont récupérer le ballon. On sait que Mittelstädt va faire mal au Paris Saint-Germain et on sait qu'Hakimi, défensivement, quand on lui demande de défendre, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Donc je suis curieux de voir comment va évoluer ce duel. C'est un peu les deux joueurs qui, offensivement, sont très importants dans les schémas de Luis Enrique et de Sebastian Hoeneß. Donc voilà, c'est pour moi le duel. Si un des deux prend vraiment le dessus sur l'autre dans le duel,
Je pense que ça va vraiment débloquer des situations. Si Hakimi arrive à être présent offensivement, à éliminer Mittelstadt, ça va forcément créer des occasions de but pour le Paris Saint-Germain. Si Mittelstadt arrive à museler Hakimi et arrive à être performant en transition offensive pour Stuttgart, il risque d'y avoir des occasions de but pour le club allemand et ça peut faire mal pour le Paris Saint-Germain et ça peut être puni. Pour terminer, je vous propose de nous refaire un petit topo sur les scénarios dans lesquels le PSG se qualifie en barrage de Ligue des Champions. Alors évidemment, si le PSG gagne ou fait match nul contre Stuttgart, la qualification est automatique, le destin est entre leurs mains, donc il n'y a pas à regarder les autres matchs, mais malheureusement, si Paris perd contre Stuttgart, il faudra qu'il y ait deux conditions parmi les 4 suivantes qui soient cochées pour que le Paris Saint-Germain se qualifie quand même. La première, c'est que Zagreb ne gagne pas contre Milan, je pense que c'est celle qui est le plus probable, voilà, Zagreb n'est clairement pas favori contre le Milan AC, donc celle-ci a des chances d'arriver. Par contre, quand on regarde les 3 suivantes, Benfica perd contre la Juventus d'un but de plus que Paris contre Stuttgart. Quand on voit le début de saison de la Juventus qui enchaîne les matchs nuls, qui a vraiment du mal à mettre des gros scores, je ne suis pas persuadé qu'il soit capable de mettre une valise à Benfica, donc celle-ci, je le vois quand même pas mal compromis. Il faut ensuite que le Sporting Portugal perde contre Bologne, mais déjà rien que ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Bologne n'est pas qualifié, c'est sûr et certain, ils sont éliminés de la compétition, et en plus, ils jouent à l'extérieur du côté de Lisbonne. Donc franchement, le Sporting qui joue sa survie en Ligue des Champions, j'ai du mal à les voir perdre contre une équipe de Bologne qui ne joue plus rien. Et enfin, il faut que Manchester City ne gagne pas contre Bruges. Alors oui, Manchester City est en difficulté, mais clairement, ils vont jouer leur vie contre Bruges. C'est pas non plus sûr qu'ils n'arrivent pas à gagner une équipe de Bruges qui est pas non plus impériale. Donc franchement, quand on regarde les 4 conditions qui doivent être cochées, on dit qu'il en faut 2. Bah franchement, à part Zagreb qui ne gagne pas contre Milan, qui sur le papier me paraît plutôt logique, les 3 autres, je pense qu'il y a plus de chances que ça n'arrive pas plutôt que ça arrive. Donc le PSG est vraiment obligé d'aller chercher au moins un match nul contre Stuttgart pour vraiment pas trembler des genoux et s'assurer une qualification en barrage de Ligue des Champions. Et comme on l'a dit, on va finir sur ça, un match nul permet de qualifier et le PSG et Stuttgart qui n'auraient pas à regarder derrière eux. Est-ce qu'on va pas avoir le droit à un petit arrangement entre amis, un match nul qui arrange les deux parties? S'il y a match nul 0-0, 1-1 à 30 minutes de la fin, Paris qui confisque le ballon sans être forcément très offensif, Stuttgart qui leur laisse le ballon et qui n'est pas très conquérant au pressing et qui n'a pas forcément envie de récupérer le ballon. Je me rappelle d'un Paris-Dortmund la saison dernière où ça s'était un peu terminé comme ça, les 15 dernières minutes ressemblaient plus à du taureau qu'à du football. Franchement, si à la 60e, 70e minute, il y a un match nul, je serais vraiment pas étonné qu'on ait le droit à ça aussi avec un petit taureau sans forcément d'envie de marquer ou d'envie de défendre plus que ça. Voilà pour cet avant-match, c'est la première fois que je fais ce format, donc j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimeriez que j'en fasse pour d'autres équipes? Parce que là, voilà, j'ai fait le match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce que je pense que sur les clubs de Ligue 1, c'est le match le plus important de cette dernière journée, mais j'aimerais beaucoup en faire pour des clubs comme Brest, Lille, Monaco, même Lyon en Europa League. Donc voilà, faites-moi des retours là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!